Il y a quelque chose que presque personne ne vous dira jamais sur ce moment précis où un homme commence à s'éloigner. Pas les magazines, pas vos amis, pas même la plupart des thérapeutes. Ce moment-là a une logique interne que la grande majorité des femmes ne comprend pas, et cette incompréhension se vide dans la connaissance, coûte des années entières de jeunesse, d'énergie, de larmes, versées dans l'obscurité d'une chambre qui sent le parfum de quelqu'un qui n'est plus là. Et cette vérité-là, cette vérité cachée, il ne sera pas possible de vous la livrer complètement avant d'avoir posé les fondations nécessaires. Parce que si vous l'entendez trop tôt, elle n'aura aucun poids. Elle glissera sur vous comme l'eau sur la pierre, alors restez. Restez jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez comprendre ici va changer la façon dont vous vous percevez, la façon dont vous percevez les hommes, et surtout la façon dont vous agissez au moment le plus décisif d'une relation. Il y a une femme, appelons-la Élise, qui avait tout pour elle. Une carrière solide, une intelligence fine, un sourire qui réchauffait les pièces comme un rayon de lumière d'octobre, traversant une fenêtre. Élise n'était pas une femme faible. Elle ne se définissait pas ainsi. Et pourtant, quand Thomas commençait à répondre à ses messages avec de plus en plus de retard, quand les soirées ensemble se sont faites rares, quand il devenait une marée qui se retire lentement de la plage, elle a fait exactement ce que font 90% des femmes dans cette situation. Elle a rempli le silence. Elle a envoyé des messages supplémentaires. Elle a demandé si tout allait bien. Elle a proposé des plans. Elle a arrangé sa disponibilité autour de la sienne. Et chaque geste, chaque tentative de se rapprocher ressemblait à quelqu'un qui serrait trop fort un oiseau dans ses mains, croyant le garder et qui sent la vie partir plus vite. Ce n'est pas la faiblesse d'Élise qui a créé ce schéma. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus universel et de bien plus insidieux. C'est la façon dont le cerveau humain réagit à la perte de contrôle affectif. Et comprendre cette mécanique-là précisément, est le premier pont que vous devez traverser ce soir. Mais avant même de pouvoir parler de ce pont, il faut comprendre pourquoi la distance masculine n'est pas ce qu'elle semble être en surface. Et pour comprendre cela, il faut plonger dans quelque chose de plus ancien, de plus enraciné dans la psychologie des attachements. Quelque chose qui remonte à avant les premières conversations, avant le premier regard. Chaque femme qui regarde cette vidéo a, à un moment donné, ressenti cette sensation particulière. Cette contraction dans la poitrine, froide, comme un matin de novembre, quand on voit les réponses devenir plus courtes, les appels moins fréquents, la présence s'est diluée comme du sel dans l'eau. Et dans ce moment, quelque chose de primitif se réveille. Un instinct de survie émotionnelle qui dit « fais quelque chose, bouge, parle, retiens ». Et c'est précisément là que commence le piège le plus subtil et le plus dévastateur que puisse vivre une femme dans sa vie amoureuse. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez vécu cela, ou vous le vivez en ce moment même, où vous sentez cette distance pointaire, son ombre à l'horizon de votre relation actuelle. Et vous savez, au fond de vous, que quelque chose ne va pas dans la façon dont vous avez réagi jusqu'ici, qu'il existe une autre façon. Une façon plus intelligente, plus puissante, plus ancrée dans la vérité de la psychologie humaine. Et vous avez raison, il existe une autre façon. Mais elle demande quelque chose que la société n'a presque jamais appris aux femmes à faire. Elle demande de comprendre la psychologie masculine, non pas pour la manipuler, mais pour ne plus en être la victime. Si les réflexions partagées ici résonnent avec quelque chose en vous, si vous sentez que ce type de lecture du comportement humain pourrait transformer votre façon d'aborder les relations, alors rejoignez cette communauté. Abonnez-vous, parce que ce qui est partagé ici n'est pas du contenu ordinaire. C'est une conversation sur la profondeur, sur la dignité féminine et sur la puissance de la connaissance de soi. Et si quelqu'un vous vient en tête, une amie, une sœur, quelqu'un qui traverse cette douleur particulière de voir un homme se retirer, partagez cette vidéo avec elle. Parfois, les mots justes au bon moment peuvent changer la trajectoire d'une vie entière. Maintenant, voici ce que presque personne ne vous dit. Quand un homme s'éloigne, la réaction instinctive de la grande majorité des femmes, cette réaction de rapprochement, de questionnement, de présence renforcée, cette réaction est du point de vue de la neurologie et de la psychologie de l'attachement,
la réponse la moins efficace possible. Non pas parce que ces femmes sont naïves, non pas parce qu'elles manquent d'intelligence, mais parce que cette réaction est câblée dans le cerveau humain comme une réponse à la menace. Et face à une menace, le cerveau limbique prend le dessus sur le cortex préfrontal, c'est-à-dire que l'émotion dépasse la stratégie. L'instinct écrase la sagesse. Et voici où cela devient vraiment important. Où cela touche quelque chose d'essentiel que vous devez emporter avec vous ce soir. Parce que ce n'est pas seulement une question de tactique amoureuse, c'est une question d'identité. C'est la question de savoir qui vous êtes quand vous avez peur. Et ce que vous faites dans ces moments de peur affective dit tout sur la structure interne de votre estime de soi. La dépendance émotionnelle ne ressemble pas à ce que l'on imaginait. Elle ne ressemble pas à une femme en larmes accrochée à un homme qui part. Elle ressemble à une femme parfaitement fonctionnelle, intelligente, accomplie, qui vérifie son téléphone toutes les 20 minutes. Elle ressemble au nœud dans l'estomac, chaud et serré comme une crampe, quand il ne répond pas dans l'heure. Elle ressemble à cette légère nausée, ce fond de gorge acide, quand on voit qu'il était actif sur les réseaux sociaux, mais n'a pas répondu. La dépendance émotionnelle est silencieuse, elle est propre. Elle porte des robes élégantes et des talons hauts, et elle ronge l'estime de soi de l'intérieur, lentement comme les racines d'un arbre brisent le béton sans qu'on le voie. Pensez à Camille. Camille avait 32 ans, un appartement lumineux à Lyon, un cercle d'amis soudés et un homme dans sa vie qu'elle décrivait comme parfait pour elle. Lucien était attentionné, cultivé, drôle. Et pendant les 6 premiers mois, tout était une lumière vive de printemps. Puis quelque chose a changé. Subtil d'abord, presque imperceptible. Lucien commençait à annuler des plans de temps en temps. Il répondait avec un peu moins d'enthousiasme. Il regardait son téléphone pendant les dîners. Et Camille, cette femme brillante et forte, a commencé à adapter tout son comportement autour de ces signaux. Elle est devenue experte en lecture de ses humeurs. Elle a anticipé ses besoins. Elle s'effaçait quand il semblait distinct pour ne pas le faire fuir davantage. Elle donnait tout, absolument tout, en espérant que cette générosité serait récompensée par ce retour de la connexion qu'elle avait connue au début. Ce que Camille ne savait pas, ce que personne ne lui avait jamais expliqué, c'est qu'en faisant cela, elle était en train d'envoyer au cerveau de Lucien un signal très précis. Le signal de quelqu'un qui n'a pas d'autres options. Le signal de quelqu'un dont la valeur est entièrement définie par cette relation. Et le cerveau masculin, câblé depuis des millénaires pour évaluer la rareté et la valeur, répondait à ce signal de la seule façon qu'il pouvait, en se retirant davantage. Ce n'est pas de la cruauté de la part de Lucien, c'est de la biologie. C'est de la psychologie de l'attachement qui joue ses cartes avec la précision froide d'un mécanisme d'horlogerie. Et comprendre cela ne doit pas vous mettre en colère contre les hommes. Cela doit vous donner du pouvoir. Le pouvoir de ne plus jamais être la pièce qui s'adapte. Le pouvoir de devenir, à la place, le centre de gravité. Et voici l'endroit précis de cette réflexion où il faut s'arrêter un instant. Parce qu'avant d'aller plus loin, avant d'arriver à ce que vous devez faire concrètement, il faut comprendre quelque chose sur la façon dont la valeur perçue fonctionne dans l'esprit humain. Parce que c'est là que repose toute la puissance de ce qui sera partagé dans quelques minutes. Et pour comprendre la valeur perçue, il faut comprendre quelque chose sur la rareté. Sur ce que la psychologie appelle l'effet de rareté, et pour comprendre cela, il faut revenir à quelque chose d'encore plus fondamental. Pourquoi les êtres humains désirent-ils ce qu'ils ne peuvent pas facilement avoir ? Imaginez une forêt après une longue sécheresse. Le sol craquelé, la terre poussiéreuse, les arbres qui attendent. Et puis au loin, une source d'eau. L'eau, dans ce contexte, n'a pas simplement une valeur utilitaire. Elle a une valeur émotionnelle, une valeur magnétique. Elle attire tout. Tout se dirige vers elle. Maintenant, imaginez la même forêt, mais après des semaines de pluie abondante. L'eau est partout. Elle ne fascine plus personne. Elle est simplement là, disponible, acquise. Et dans les relations amoureuses, ce mécanisme primitif fonctionne avec une précision qui peut faire froid dans le dos. Quand une femme est toujours disponible, toujours là, toujours en train de combler le silence, toujours prête à réorganiser sa vie autour de la présence ou de l'absence de l'autre,
Elle devient dans la perception. Inconsciente de l'homme, la pluie après les inondations. Présente, certaine, sans mystère. Et le désir masculin, comme tous les désirs humains profonds, ne peut pas fleurir dans la certitude absolue. Il a besoin d'un peu d'espace pour se demander. Il a besoin de ne pas tout savoir. Il a besoin parfois de la légère fraîcheur de l'incertitude pour se réveiller pleinement. Ce n'est pas un jeu cruel. Ce n'est pas une manipulation. C'est la compréhension de comment l'attachement humain fonctionne réellement. Pas dans les films romantiques, pas dans les contes de fées, mais dans les circuits neuronaux profonds qui gouvernent qui nous désirons et pourquoi. Et cette compréhension, si elle reste à ce niveau théorique, ne vous aidez pas. Ce qui vous aide, c'est de la transformer en action. Mais d'abord, il faut regarder en face ce qui se passe quand vous n'agissez pas. Quand vous continuez sur le chemin que vous êtes peut-être en train de suivre en ce moment même. Vous savez ce qu'est une érosion. Ce processus lent et invisible par lequel l'eau, la pluie, le vent dissolvent progressivement la roche la plus solide. L'estime de soi d'une femme en dépendance émotionnelle s'érode exactement de cette façon. Pas d'un coup, pas en une nuit, mais coup par coup, message par message non répondu, annulation par annulation, promesse non tenue par promesse non tenue. Et le danger dans cette érosion, c'est que vous vous adaptez tellement bien à chaque nouvelle réalité plus petite que vous ne réalisez pas à quel point vous avez rétréci. Vous ne réalisez pas que la femme que vous étiez au début de cette relation, cette femme avec ses rêves, ses exigences, ses standards, cette femme commence à disparaître. Et à sa place s'installe quelqu'un qui atteint, quelqu'un qui espère, quelqu'un dont l'humeur entière dépend d'un mot, d'un emoji, d'une présence. Et voici ce qui est vraiment effrayant. Pas pour vous faire peur pour le plaisir, mais parce que vous devez comprendre l'amplitude réelle de ce qui est en jeu. Si cette dynamique continue, si cette façon d'être dans la relation n'est pas transformée, ce n'est pas seulement cette relation qui en souffrira, c'est vous. Votre capacité à faire confiance à votre propre jugement, votre capacité à vous sentir désirable indépendamment de l'opinion d'un homme, votre capacité à choisir librement plutôt que de vous accrocher par peur du vide. Les femmes qui restent trop longtemps dans ces dynamiques de poursuite, dans ces schémas où elles donnent tout en recevant des miettes, ne sortent pas indemnes. Elles sortent avec des cicatrices sur leur capacité à la confiance, des méfiances profondes comme des racines amères dans la terre, et souvent une anxiété attachée à tout nouvel homme qui entrait dans leur vie. Parce que le système nerveux apprenne, il enregistre. Et ce qu'il apprend dans ces relations, c'est que l'amour est synonyme d'insécurité, que le désir est synonyme d'atteinte, que ces données entièrement mènent à être seuls. Et les hommes de haute valeur, ces hommes stables émotionnellement, accomplis, capables d'une vraie profondeur relationnelle, ces hommes-là sentent tout cela. Ils sentent l'anxiété attachée comme une odeur de fumée dans les vêtements. Ils sentent le besoin d'approbation et ils ne s'y engagent pas. Non pas parce qu'ils sont froids ou indifférents, mais parce qu'un homme de haute valeur cherche, consciemment ou non, une femme dont la paix intérieure est indépendante de lui. Une femme dont la présence est un choix, pas un besoin, parce que l'amour basé sur le besoin est une cage pour les deux. Et les hommes qui valent quelque chose le savent, même s'ils ne peuvent pas l'articuler. Alors voici la question qui doit maintenant résonner en vous comme un gong dans une cathédrale silencieuse. Qu'est-ce que vous êtes en train d'envoyer comme signal? Qu'est-ce que votre comportement? Pas vos mots, pas vos intentions, mais votre comportement réel dit sur votre rapport à vous-même. Est-ce qu'il dit « Je suis une femme ancrée, qui a une vie riche, qui vous choisit parce que vous méritez d'être choisi, mais qui peut tout à fait exister pleinement sans vous ». Ou est-ce qu'il dit « Vous êtes la source de ma stabilité émotionnelle et quand vous vous éloignez, je m'effondre ». La réponse à cette question est plus importante que n'importe quelle technique de séduction. Elle est le sol dans lequel toutes les techniques doivent être plantées pour avoir des racines. Parce que les techniques sans ce sol sont des fleurs coupées. Elles sont belles pendant quelques jours, puis elles flétrissent. Et c'est exactement pourquoi tant de femmes appliquent des conseils lus dans des articles, et ça de jouer l'indifférente, et ça de ne pas répondre trop vite, et constatent que cela ne fonctionne pas. Parce que quand le comportement n'est pas ancré dans une vraie paix intérieure, dans un vrai détachement émotionnel, l'homme le sent.
Il sent la différence entre une femme qui est réellement centrée sur elle-même et une femme qui joue à l'être. Et cette différence-là, change tout. Voici une vérité que la psychologie cognitive a documentée de nombreuses façons différentes. Les émotions que vous ressentez intérieurement trouvent toujours leur chemin vers l'extérieur. Dans la micro-expression de votre visage, dans le tempo légèrement trop rapide de votre voix, quand vous feignez l'indifférence. Dans la façon dont votre corps se penche inconsciemment vers l'autre. Dans le fond légèrement tendu de votre regard. Et les êtres humains, en particulier dans les contextes de relations intimes, sont des lecteurs extraordinairement fins de ces signaux. Ils les lisent sans même le savoir. Ils les ressentent dans leur propre corps comme une légère vibration, un malaise diffus, une certitude qu'il se passe quelque chose de non dit. C'est pourquoi la transformation dont il est question ici n'est pas superficielle. Elle ne concerne pas ce que vous dites ou ne dites pas, ce que vous faites ou ne faites pas. Elle concerne ce que vous êtes au niveau le plus profond de votre rapport à vous-même et à l'amour. Et pour arriver à ce niveau, il faut d'abord comprendre ce que font les femmes qui exercent un vrai magnétisme. Un magnétisme qui ne dépend pas de leur apparence physique, pas de leur âge, pas de leur statut social, mais de quelque chose de bien plus intangible et bien plus puissant. Posez-vous cette question et posez-la vous honnêtement, avec toute l'intelligence que vous avez. Avez-vous déjà rencontré une femme dont la présence avait quelque chose de magnétique? Pas nécessairement la plus belle, pas nécessairement la plus jeune, mais cette femme autour de qui les gens gravitent naturellement, cet homme qui ne peut pas s'empêcher de revenir vers elle, même quand il a essayé de partir, cette femme dont on parle encore des semaines après l'avoir rencontrée. Qu'est-ce qu'elle avait de différent? Elle avait la paix, pas la froideur, pas l'arrogance, la paix. Cette qualité particulière d'être entièrement à soi-même, d'avoir un monde intérieur si riche, si habité, que sa présence extérieure rayonne quelque chose d'irrésistible. Elle n'avait pas besoin que vous restiez pour être entière. Et c'est précisément cette absence de besoin qui crée le désir chez l'autre de rester. La psychologie du paradoxe, de l'attachement dans toute sa beauté et toute sa complexité. Et maintenant, il est temps de plonger dans ce que vous êtes venu chercher. Ces outils concrets, ces stratégies ancrées dans la psychologie profonde, qui vont vous permettre de transformer non seulement votre comportement quand un homme s'éloigne, mais votre rapport fondamental à vous-même dans une relation. Et ces outils fonctionnent. Pas parce qu'ils sont des tours de magie, mais parce qu'ils sont alignés avec la façon dont la psychologie humaine fonctionne réellement, avec la façon dont le cerveau traite la valeur, le désir et l'attachement. La première chose à comprendre et intégrer dans votre corps, pas seulement dans votre tête, est ce que la psychologie appelle le retrait stratégique. Et immédiatement, il faut clarifier ce que cela n'est pas. Ce n'est pas jouer un jeu, ce n'est pas punir l'autre, ce n'est pas créer une distance artificielle dans l'espoir de provoquer une réaction. Le retrait stratégique véritable est une redirection de votre énergie vers vous-même. C'est la décision consciente et ancrée de cesser de faire de quelqu'un d'autre le centre de votre univers émotionnel et de reprendre cette position pour vous-même. Quand un homme s'éloigne, chaque fibre de votre système nerveux vous dit de le suivre, de combler l'espace, d'être présente. Mais voici ce que cette réaction fait réellement. Elle confirme à son cerveau que vous êtes disponible sans effort. Elle réduit la tension du désir parce que le désir ne peut exister sans une certaine forme de tension, d'espace, de non-certitude. Et elle vous retire du centre de votre propre vie pour vous mettre en position d'orbite autour de la sienne. Le retrait véritable ressemble à ceci. Il s'éloigne et au lieu de combler ce silence, vous respirez. Vous sentez le sol sous vos pieds, la fraîcheur de l'air sur votre peau. Vous reconnaissez l'inconfort comme ce qu'il est, une réponse de votre système nerveux, pas une urgence réelle. Et puis vous faites quelque chose de radical. Vous retournez à votre vie, votre vraie vie.
Pas la vie que vous avez mise en pause en attendant qu'il revienne, mais la vie que vous méritez d'avoir indépendamment de lui. Vous appelez cet ami que vous avez négligé. Vous reprenez ce projet qui vous passionnait avant. Vous vous inscrivez à ce cours que vous reportiez. Vous sortez seul dans ce restaurant que vous vouliez essayer. Et ces actes-là, ces gestes en apparence simples, font quelque chose de profond. Ils réorientent votre énergie vitale vers vous-même. Ils reconstruisent la structure interne de votre estime. Et ils envoient, sans que vous n'ayez besoin de le calculer, un signal radicalement différent. Parce que quelque chose change dans votre énergie quand vous êtes genuinement occupé à vivre. Quelque chose change dans la façon dont vous portez votre corps, dans la façon dont vous répondez quand il finit par se manifester, dans la légèreté de votre voix qui n'a plus cette note sous-jacente de besoin et d'anxiété. Et les hommes, même inconsciemment, même les hommes qui ne sauraient pas l'articuler, sentent ce changement, comme on sent la différence entre une pièce dont les fenêtres sont fermées depuis des semaines et une pièce où l'air circule librement. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette pratique, quelque chose qui touche à l'identité elle-même. Quand vous choisissez de revenir à votre vie plutôt que de suivre quelqu'un qui s'éloigne, vous faites une déclaration à votre propre inconscient. Vous lui dites « Ma valeur ne dépend pas de sa présence. Mon bonheur n'est pas suspendu à son retour. Je suis entière maintenant dans cet instant avec ou sans lui. » Et cette déclaration, répétée par des actions concrètes, par des choix réels, finit par remodeler les croyances profondes que vous avez sur vous-même et sur ce que vous méritez en l'amour. La deuxième stratégie concerne quelque chose que la psychologie appelle la gestion de la réactivité émotionnelle. Et elle est peut-être la plus difficile à mettre en pratique parce qu'elle demande d'aller à l'encontre d'un réflexe profondément ancré. Quand il réapparaît après une période de distance, ce que vous ressentez est probablement un mélange de soulagement, de joie et d'une légère colère. Et l'impulsion naturelle est de répondre immédiatement à cette vague de sentiments, soit en montrant votre soulagement, soit en exprimant votre frustration. Les deux sont des erreurs du point de vue de la psychologie de la séduction, non pas parce que vos sentiments ne sont pas valides. Ils le sont entièrement, mais parce que votre réactivité lui donne une information qu'il va utiliser, consciemment ou non, pour calibrer jusqu'où il peut aller et jusqu'où il peut se retirer sans vous perdre. Chaque fois que vous montrez que son retour vous inonde de soulagement, vous lui donnez une carte dans un jeu qu'il ne devrait pas jouer. Vous lui montrez le prix exact qu'il doit payer pour vous avoir, pas grand-chose. La gestion de la réactivité ne signifie pas la suppression des émotions. Elle signifie créer un espace entre l'impulsion et la réponse. Ce que les psychologues appellent parfois l'espace de la liberté. Cet instant précis entre ce que vous ressentez et ce que vous choisissez de faire de ce ressenti. Et dans cet espace réside votre pouvoir réel. Pas le pouvoir de blesser, pas le pouvoir de contrôler, mais le pouvoir de choisir qui vous êtes dans cette interaction. Concrètement, quand il réapparaît, respirez, attendez. Pas des jours, pas dans le but de le punir, mais assez pour que votre réponse vienne de votre centre, de votre paix et non de votre anxiété. Et quand vous répondez, répondez depuis cet endroit. Depuis la femme qui a une vie pleine, qui est heureuse de l'entendre, mais qui n'était pas en train d'atteindre les bras croisés dans l'obscurité. Il y a une femme, appelons-la Nadia, qui avait vécu exactement cette dynamique, pendant 2 ans avec un homme qui soufflait le chaud et le froid avec la régularité mécanique d'une marée. Et Nadia est épuisée. L'intérieur de sa poitrine portait le poids lourd de 2 ans de cette alternance, comme une pression constante derrière le sternum. Sa vie sentait l'attente. Ses nuits avaient la texture du doute. Mais Nadia a fait quelque chose de différent. Un soir, quand il a disparu une fois de plus, au lieu d'envoyer ce message qui était déjà écrit dans sa tête, au lieu de vérifier ses réseaux sociaux, elle a éteint son téléphone. Elle est allée marcher dans les rues de sa ville, dans l'air froid de décembre, qui piquait les joues et sentait la pluie sur le béton. Et dans cette marche, quelque chose s'est déplacé en elle. Une légèreté qu'elle n'avait pas sentie depuis des mois. Une conscience subtile qu'elle existait pleinement, là, dans le froid, dans la nuit, sans lui. Et quand il a réapparu quelques jours plus tard, Nadia n'a pas répondu depuis son anxiété. Elle a répondu depuis cet endroit de légèreté,
qu'elle avait trouvé dans la nuit froide. Et quelque chose dans cette réponse, dans cette qualité différente de sa présence, a changé la dynamique entière entre eux. Pas parce qu'elle jouait un jeu, mais parce qu'elle était devenue quelqu'un de différent, quelqu'un qui s'appartenait. La troisième stratégie touche à quelque chose que la psychologie positive appelle l'expansion identitaire. Et c'est peut-être la plus transformatrice de toutes, parce qu'elle n'est pas une technique relationnelle. C'est une pratique de vie. L'expansion identitaire consiste à élargir consciemment votre définition de vous-même au-delà de votre rôle dans cette relation. Quand une femme est dans un schéma de dépendance émotionnelle, son identité se contracte progressivement autour de la relation. Elle se définit de plus en plus en fonction de la relation. Je suis la femme de « je suis avec », je suis celle qui attend. Et cette contraction est dangereuse. Pas seulement parce qu'elle rend la femme vulnérable à la manipulation, mais parce qu'elle appauvrit sa vie et, paradoxalement, la rend moins attirante. Parce que l'attrait profond d'une personne vient de la richesse de son monde intérieur, de la densité de qui elle est en dehors de ses relations. L'expansion identitaire demande de vous poser des questions simples mais profondes. Qui étiez-vous avant lui? Quelle passion avez-vous mise de côté? Quel rêve avez-vous silencieusement abandonné? Quelle version de vous-même vous manque? Et puis d'agir. Pas d'attendre d'avoir moins besoin de lui pour recommencer à vivre, mais de recommencer à vivre maintenant, avec ce besoin encore présent, et de laisser la vie elle-même, ses textures, ses plaisirs, ses défis, dissoudre progressivement ce besoin de l'intérieur. Parce que voici ce que l'expansion identitaire fait à votre magnétisme. Quand vous êtes une femme qui a des passions actives, des projets qui vous enthousiasment, des amitiés profondes, une vie spirituelle ou créative. Quand vous êtes une femme dont la journée est riche indépendamment de ce que fait ou ne fait pas l'homme dans votre vie, vous devenez quelqu'un de fascinant. Pas parce que vous faites des efforts pour être fascinante, mais parce que vous l'êtes. Et la fascination ne peut pas être simulée. Elle s'entame dans le timbre de la voix. Elle se voit dans la façon de tenir son regard. Elle se sent dans la qualité de la présence. La quatrième stratégie est ce que l'on pourrait appeler la clarté des standards. Et elle est indissociable des trois premières. Parce que tout le retrait stratégique du monde, toute la gestion de la réactivité émotionnelle, toute l'expansion identitaire ne servent à rien si vous n'avez pas la clarté interne sur ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas dans une relation. Les femmes qui exercent un vrai pouvoir de séduction, celles dont l'attrait est durable et profond, ne sont pas celles qui acceptent tout pour garder l'homme. Ce sont celles qui savent ce qu'elles valent et qui agissent en conséquence. Non pas avec arrogance, non pas avec froideur, mais avec cette clarté tranquille et profonde qui dit « Voici ce que je suis, voici ce que j'apporte, voici ce que j'exige en retour. » Et si vous n'êtes pas capable de cela, je vous souhaite sincèrement bonne route. Cette clarté n'est pas agressive, elle est magnétique. Parce qu'elle communique quelque chose de fondamental sur votre rapport à vous-même. Elle dit que vous vous respectez, que vous n'êtes pas prête à vous trahir pour être aimé. Et un homme qui a de la profondeur, qui a lui-même un rapport sain à lui-même, ne peut pas ne pas être attiré par cette clarté. Parce qu'elle lui offre quelque chose de rare, la certitude que ce qui est entre vous est réel. Que vous n'êtes pas là par défaut, par peur, par manque d'alternative. Vous êtes là parce que vous l'avez choisi. Et cette sécurité qu'elle lui donne, paradoxalement, libère en lui quelque chose de profond. Un attachement qui ne vient pas de l'habitude ou de la dépendance, mais du choix conscient de vouloir être avec quelqu'un qui se respecte assez pour le choisir librement. Pensez maintenant à la façon dont tout cela s'assemble. Imaginez une femme qui pratique le retrait stratégique, non pas comme une stratégie calculée, mais comme un mode de vie enraciné dans l'amour d'elle-même, qui gère sa réactivité émotionnelle, non pas pour cacher ses sentiments, mais pour répondre depuis sa force plutôt que depuis sa peur, qui cultive une identité riche et expansive, qui ne dépend pas de la présence de quelqu'un d'autre, et qui maintient des standards clairs avec la tranquillité de quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut. Cette femme n'a pas besoin de techniques de séduction. Elle est la technique. Sa simple présence est la technique. La façon dont elle entre dans une pièce est la technique. La façon dont elle répond, lentement, depuis son centre, est la technique. Et les hommes, tous les hommes, mais surtout les hommes qui valent vraiment quelque chose,
gravitant vers elle avec une force qui ressemble à quelque chose d'inévitable. Parce que nous gravitons tous, toujours, vers ce qui est vivant, vers ce qui est complet, vers ce qui ne nous demande pas de le tenir pour exister. Mais voici la cinquième et peut-être la plus subtile des stratégies, celle qui opère au niveau le plus profond de la psychologie de la séduction. C'est ce que l'on pourrait appeler la présence paradoxale, être pleinement présente dans une interaction tout en étant simultanément ancré en vous-même. Ce n'est pas la distance, ce n'est pas le détachement froid. C'est quelque chose de bien plus nuancé et de bien plus puissant. La présence paradoxale, c'est être capable d'être entièrement là dans la conversation, dans le regard, dans le moment partagé, tout en ayant un fil d'or invisible qui vous ramène constamment à vous-même. C'est sourire sincèrement, rire vraiment, être touché authentiquement et en même temps ne jamais vous perdre, ne jamais oublier qui vous êtes dans la chaleur de l'autre, ne jamais dissoudre vos contours dans les siens. Cela se cultive, cela se pratique. Concrètement, cela ressemble à ceci. Dans une conversation, remarquez le moment où vous commencez à chercher son approbation dans ses yeux. Remarquez ce léger vertige qui précède l'oubli de soi. Et dans ce moment, respirez, revenez. Non pas en vous retirant de la conversation, mais en retrouvant le fil de votre propre expérience intérieure à l'intérieur de cette connexion. Cette pratique, petite en apparence, est l'une des choses les plus puissantes qu'une femme puisse développer dans sa vie relationnelle. Parce qu'elle communique quelque chose de rare et de fascinant. Elle communique qu'elle est avec vous, mais qu'elle est aussi avec elle-même. Que vous ne pouvez pas la consommer entièrement. Qu'il restera toujours en elle quelque chose d'inaccessible. Non pas par peur ou par défense, mais par richesse. Et cette qualité d'être à la fois présente et mystérieuse, accessible et profonde, est peut-être la chose la plus magnétique qu'un être humain puisse projeter. Vous souvenez-vous de la question posée au tout début de cette réflexion? Cette vérité cachée, ce secret sur ce moment où un homme s'éloigne, que presque personne ne vous dit jamais. Il est maintenant temps de la livrer complètement. Et si vous avez suivi jusqu'ici, si vous avez laissé ces idées, vous traversez et raisonnez, alors vous êtes prête à l'entendre. Quand un homme s'éloigne, le seul pouvoir réel que vous avez n'est pas sur lui. Il est sur vous. L'éloignement masculin n'est pas toujours un test conscient. Ce n'est pas toujours une manipulation. Parfois c'est de la peur, parfois c'est de la confusion, parfois c'est le besoin d'espace qui est aussi légitime chez un homme que chez une femme. Et parfois, oui, c'est un signal que quelque chose ne va pas dans la dynamique entre vous. Mais dans tous ces cas, la réponse est la même. La réponse n'est pas de le suivre. La réponse est de vous retrouver. Parce que quand vous vous retrouvez, deux choses se produisent simultanément. Premièrement, vous cessez de souffrir de son absence d'une façon qui vous diminue. Vous pouvez ressentir la tristesse, l'ennui, le manque, sans que cela vous détruise. Parce que vous êtes ancré dans quelque chose de plus grand que cette relation. Dans votre propre vie, votre propre valeur, votre propre richesse intérieure. Et deuxièmement, quand vous vous retrouvez, vous devenez à nouveau magnétique. Pas magnétique pour lui spécifiquement, magnétique pour la vie. Et cela inclut lui, s'il lui est fait pour être dans votre vie. Mais cela inclut aussi tout ce qui pourrait venir si lui ne lève pas. Une meilleure relation, une version plus profonde de vous-même, une liberté que vous n'avez pas encore imaginée. Et c'est là que réside la beauté la plus profonde de tout ce qui a été partagé ici. Ces stratégies, ce retrait stratégique, cette gestion de la réactivité, cette expansion identitaire, cette clarté des standards, cette présence paradoxale, ces stratégies ne sont pas destinées à le manipuler pour qu'il reste. Elles sont destinées à vous rendre à vous-même, à faire de vous quelqu'un qui n'a plus besoin qu'un homme reste pour se sentir entière. Et c'est précisément cette femme-là, cette femme qui est entière avec ou sans lui, qui est irrésistible, pas malgré son indépendance, à cause d'elle. Il y a une dernière image à laisser avec vous. Imaginez un arbre en automne. Ses feuilles tombent. Le vent souffle froid. À vue d'œil, il semble perdre quelque chose. Il semble diminuer, dépouiller, mis à nu. Mais sous la surface, dans l'obscurité de la terre froide et humide, ses racines s'approfondissent. Elles cherchent l'eau plus loin. Elles s'étendent, se renforcent, se préparent pour le printemps qui vient. Et quand le printemps arrive,
L'arbre ne fleurit pas malgré l'hiver qu'il a traversé. Il fleurit à cause de lui, à cause de la profondeur que cet hiver lui a imposée. Vous êtes cet arbre. Et si en ce moment vous traversez l'hiver d'un homme qui s'éloigne, d'une relation qui refroidit, d'un amour qui semble se retirer comme la lumière en fin de journée, sachez ceci, ce que vous faites dans cet hiver définit qui vous serez au printemps. Et si vous choisissez de vous retrouver maintenant, de revenir à vous-même, d'approfondir vos racines plutôt que de courir après ce qui s'éloigne, alors ce printemps sera le plus beau que vous ayez jamais connu. Non pas parce qu'il sera revenu, mais parce que vous serez devenu, dans la traversée de cet hiver, quelqu'un qui n'a plus peur de l'hiver. Et c'est cette femme-là, celle qui porte l'hiver avec grâce et qui en sort plus profonde, plus ancrée, plus elle-même, c'est cette femme-là qui est capable d'un amour véritable. Pas un amour de survie, pas un amour de peur, mais un amour de choix, un amour de plénitude. Un amour où deux personnes entières se choisissent librement, encore et encore, non pas parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre pour exister, mais parce qu'elles se reconnaissent l'une dans l'autre comme quelqu'un qui mérite d'être choisi. Et cela, cette façon d'aimer, commence ici, dans ce moment, dans le choix que vous faites maintenant de vous mettre au centre de votre propre vie, de ne plus donner votre pouvoir, de ne plus s'attendre dans le froid que quelqu'un d'autre décide de votre valeur. Votre valeur est là, en vous, inchangée par son départ ou par son retour. Elle a toujours été là. Elle attend simplement que vous la reconnaissiez. Et si vous êtes prête à continuer ce voyage, à aller plus loin dans cette compréhension de vous-même, de la psychologie des relations et du vrai pouvoir féminin, alors restez dans cette communauté. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez un commentaire avec ce que cette réflexion a éveillé en vous, parce que ces partages nourrissent cette conversation collective et parce que parfois écrire ce que l'on ressent est le premier acte de reprise de pouvoir sur sa propre histoire. La prochaine fois que vous regarderez votre téléphone, en attendant qu'il réponde, souvenez-vous de cet arbre en hiver et choisissez d'approfondir vos racines.